Honorables invités en vos rangs, grades et qualités, chers participants, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au webinaire intitulé Invest in Guinée, toute nouvelle édition de la série Invest in organisée par l'Africa CEO Forum en partenariat avec Ecobank Guinée. C'était un réel plaisir pour moi, Anan Ferjani, journaliste et modératrice, d'animer, d'amener justement cette session, ce webinaire autour de l'investissement en Guinée et d'être entouré, vous allez le voir, d'intervenants de haut niveau, de calibre, que vous allez entendre dans quelques instants et qui vont nous permettre d'explorer les potentialités et opportunités qu'offre la Guinée en matière d'investissement. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler, mesdames et messieurs, que l'Africa CEO Forum 2025 se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les 12 et 13 mai 2025. C'est un événement majeur où d'autres sessions Investin auront justement lieu, cette fois-ci en présentiel. Et ce sera l'occasion d'une unique de rencontre et d'échanges pour développer vos relations d'affaires sur le continent. Alors, on compte sur vous pour être présent pour ce rendez-vous incontournable du business sur le continent africain. Aujourd'hui, je le disais à l'instant, nous mettons à l'honneur la Guinée, un pays en pleine mutation économique avec lequel l'Africa CEO Forum, en partenariat avec Ecobank Guinée, est fier de collaborer pour cette édition Invest in Guinée. Et on va parler donc du contexte économique de ce pays prometteur, mais je vous invite, mesdames et messieurs, à faire attention à donc votre interface où vous avez accès à une traduction simultanée si vous en avez besoin. Donc vous avez l'option français ou anglais. Et vous devez le voir apparaître sur un petit bandeau au bas de votre écran si vous voulez changer de langue et pouvoir suivre ces conversations en anglais. En 2024, la Guinée affiche une résilience remarquable avec un taux de croissance prévu à 5,6%, malgré un environnement économique, on le sait, particulièrement complexe à l'échelle mondiale, marqué par de nombreuses perturbations et de troubles géopolitiques notamment. Cette dynamique est portée par ses ressources naturelles exceptionnelles, car la Guinée abrite la première réserve mondiale de bauxite, notamment avec 25% du stock global. Mais outre ces richesses minières, le pays possède également un énorme potentiel hydraulique et agricole, encore largement inexploité. Il faut le dire, l'économie guinéenne demeure encore vulnérable et peu diversifiée, notamment en raison de sa forte dépendance justement en matières premières, qui représente 35% de son PIB et 85% de ses exportations. C'est précisément pour remédier à cette situation que le gouvernement s'est engagé dans une stratégie ambitieuse à long terme, baptisée la Vision 2040, visant justement à faire de la Guinée un pays émergent et prospère et marqué par un développement inclusif. Dans le cadre du programme de référence intérimaire de la transition 2022-2025, des projets stratégiques d'une valeur de plus de 12 milliards de dollars ont été lancés dans le pays. Toutefois, près de 30% de ce financement reste à sécuriser, un défi que le gouvernement guinéen entend relever avec l'appui donc de bailleurs de fonds, d'investisseurs internationaux. Aujourd'hui, on va discuter justement de ces opportunités d'investissement offertes par ces réformes et de la manière dont les secteurs privés et institutionnels peuvent contribuer à accélérer la transformation économique de la Guinée, donc, qui est donc un pays en pleine mutation et plein de potentialités. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à suivre attentivement ce webinaire qui, j'espère, vous inspirera et vous donnera les clés pour saisir les opportunités uniques qu'offre la Guinée. On va commencer ce forum, ce webinaire par une interview qui sera suivie par un panel donc d'intervenants issus notamment du monde des affaires en Guinée, mais aussi d'investisseurs, mais aussi du secteur de la banque. Mais avant toute chose, je vais à présent appeler et introduire la première interlocutrice de ce webinaire, avec laquelle je vais avoir un entretien d'une dizaine de minutes environ pour poser justement les fondations de cette conversation autour des investissements en Guinée. Je vais donc vous inviter, mesdames et messieurs, à accueillir, même si vous pouvez pas, je ne peux pas vous entendre le faire, mais à accueillir Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises de Guinée, Dr Diaka Sidibé. Merci d'être avec nous, Madame la ministre. Je vais commencer et je vous laisserai évidemment présenter de manière plus large votre ministère et votre rôle. Mais je vais commencer par vous poser justement une question qui va permettre d'introduire tout cela, et celle de la vision justement de la Guinée que j'ai un petit peu présentée en introduction. Quelle est la vision de la Guinée pour son secteur industriel en particulier et comment est-ce que le gouvernement entend maintenir le secteur minier comme moteur tout en accélérant donc cette diversification de l'économie qui est essentielle aujourd'hui?
Bonjour à toutes et tous. Bonjour Anan. Merci beaucoup pour cette pertinente question. Je voudrais tout d'abord et très rapidement remercier les organisateurs pour cette belle initiative à travers Africa CEO Forum, la PIP, EcoBank, le magazine Jeune Afrique et aussi par la même occasion saluer tous les participants à ce webinaire qui donne l'occasion de mettre les projecteurs sur la Guinée à travers le volet investissement. Vous l'avez rappelé, mon département a en charge aujourd'hui dans notre gouvernement du volet commercial, du volet industriel, de l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, mais aussi de la promotion de l'investissement et du partenariat public-privé. Donc, c'est un gros département dans lequel aujourd'hui notre pays se retrouve en termes de pool économique et surtout en termes de poumon de l'économie. Donc, en revenant justement à cette question de vision de la Guinée, surtout pour son secteur industriel et comment les mines doivent devenir dans un proche avenir, j'ai envie de dire, le socle même de la diversification de notre économie. Ce que vous devez retenir, c'est que notre processus d'industrialisation est déjà en cours et bien accéléré. Notre pays a été reconnu et réputé d'ailleurs depuis son indépendance comme un pays industrialisé, malgré justement les défis du temps et aussi la diversification industrielle. Aujourd'hui, nous avons l'existence de plus de 2000 unités industrielles sur notre territoire national. Et depuis quelques années, et suite à l'avènement du CNRD à sa tête, le général Mamadi Doumbouya, qui s'est donné comme ambition justement de relancer les unités industrielles qui étaient datant de renommée nationale et internationale dans les 4 régions de notre pays. Mais également, nous nous sommes donnés comme objectif, j'ai envie de dire, le gouvernement tout entier à travers les projets miniers, d'aller vers des projets de transformation industrielle de nos ressources en Guinée à travers les raffineries. Et ceci aussi est en cours de co-développement avec les sociétés minières en activité ici en Guinée. Ce que nous avons fait ces 2 dernières années au sein de mon département, c'est de bâtir une réelle politique nationale de développement industriel, aujourd'hui qui a 6 piliers même, d'où la question de développement de la recherche et l'innovation, la promotion de tout ce qui est chaîne de valeur productive, agricole, agropastorale, industrielle le long de ces axes de développement, accroître la production manufacturière, diversifier aussi l'exportation de nos produits locaux vers le marché interafricain à l'ère de la ZLECAf et le marché international, renforcer d'une part l'intégration du commerce guinéen dans l'économie régionale CEDEAO, ZLECAf, comme je le disais, mais surtout dans l'économie mondiale. Et enfin, créer surtout des emplois productifs et promouvoir le contenu local parce qu'il convient de le rappeler que mon département, au-delà de toute cette mission que je citais tout à l'heure, a aussi en charge de la mise en œuvre de la politique de notre gouvernement en matière de contenu local. Donc, nous nous sommes attelés aujourd'hui à faire passer une loi nationale à travers l'implication de tous les acteurs de notre écosystème. Nous nous sommes donné également comme objectif dans le cadre du développement du secteur industriel, l'aménagement des zones industrielles et le développement des parcs industriels en Guinée à travers soit des zones économiques spéciales intégrées ou simplement des parcs industriels, éco-industriels ou des écoparcs. Aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, nos regards sont tournés vers l'exploitation du plus grand minerai de fer au monde, le Simandou. Donc, cette vision, justement, et comment ce projet minier, méga projet minier, va devenir un levier pour le développement socio-économique de la Guinée, ceci, autour du Simandou, il a été créé une vision, un vrai programme de développement socio-économique pour la Guinée et pour les Guinéens. C'est Simandou 2040. Simandou 2040, pour nous, aujourd'hui, en tant que département, en tant que gouvernement, c'est le catalyseur du développement socio-économique du pays pour les 15 prochaines années, en se concentrant bien sûr sur certains domaines clés, des domaines prioritaires pour notre économie et pour notre nation, à savoir l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce comme premier axe de priorité, les infrastructures, le transport et les nouvelles technologies d'autre part, l'économie, les finances et l'assurance, l'éducation, j'allais oublier comme deuxième pilier d'ailleurs, l'éducation et la culture, et enfin, tout ceci réuni doivent aboutir
à la santé et au bien-être de nos concitoyens. Donc, je voudrais aussi rappeler globalement, lorsqu'on parle de Simandou, méga projet minier, aujourd'hui, c'est l'exploitation du plus grand gisement de fer au monde à date, bâti sur 4 axes dans notre pays, bien sûr, avec toutes les compagnies minières tout autour, parce que nous avons créé un consortium qui est appelé la Compagnie du Transguinéen, dans lequel l'État est partie prenante pour le développement justement de ce gisement, de ce méga-gisement, autour de 4 axes, comme je le disais. D'abord, l'exploitation du gisement en lui-même, avec, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, une très haute teneur de près de 8 milliards de tonnes, avec une moyenne de production annuelle attendue de 160 millions de tonnes. Ça, c'est le premier axe, l'exploitation du gisement lui-même. Deuxièmement, autour de ce projet Simandou, c'est la construction d'un chemin de fer transguinéen bâti sur 650 kilomètres de corridor pour le transport du minerai, des biens et des services. Donc, qui va développer aussi le commerce interrégional, l'activité commerciale, la desserte aussi des populations, le transfert d'une région à une autre, parce que 650 kilomètres, c'est pratiquement tout le corridor est-ouest de la Guinée jusqu'au massif minéralier. Ensuite, le troisième volet du Simandou, justement, c'est la construction d'un port minéralier en eau profonde. À la différence des autres ports que nous avons, c'est pour faciliter l'exportation et ceci a été facilité le long du corridor afin que le port soit en aval et que ce soit plus pratique dans le cadre de l'acheminement des minéraux. Et le dernier, c'est la création du Simandou Academy, qui est pour nous le cœur et l'essence même de la valorisation du contenu local à travers l'exploitation de ce minerai de fer. Nous avons créé Simandou Academy pour renforcer d'une part les compétences locales, pour le transfert de compétences, le transfert de technologies et surtout la création de richesses pour notre économie. Donc, de façon globale, l'impact aujourd'hui, à travers cette vision que nous avons de Simandou 2040, c'est que l'impact du Simandou sur notre économie, c'est un investissement quand même de 20 milliards de dollars US pour la phase d'exploitation du projet. Et ceci fera de notre pays premier producteur de minerais de fer avec la création de plus de 60 000 emplois directs et bien sûr le développement de multiples chaînes de valeur agro-industrielles le long du corridor. Merci. Madame la ministre, d'avoir exposé donc cette vision très globale des objectifs du gouvernement notamment, mais aussi de votre département en particulier, qui donc touche à tous ces aspects qui relèvent effectivement de la vie des Guinéens de manière générale et donc de leur bien-être, comme vous l'avez dit. Alors, Madame la ministre, au premier trimestre 2024, la production industrielle guinéenne a enregistré une croissance significative de 2,3%, ce qui est une embellie. Et c'est porté notamment par les performances des industries manufacturières et de la distribution d'électricité. Quelles sont les actions prioritaires du gouvernement, que le gouvernement envisage de mettre en place, de mettre en œuvre pour maintenir, sinon améliorer cette dynamique positive? Très bien, c'est vrai que nous venons de loin avec cette croissance, comme vous l'avez rappelé, de 2,3% et aussi l'engagement total du gouvernement à travers cette initiative, surtout dans le cadre de l'industrie et du renversement de la pyramide que nous avons aujourd'hui. Et en ce qui concerne la question énergétique que nous allons aborder, nos priorités sont d'ores et déjà connues. Nous voulons d'abord un accroissement des avantages aux investisseurs industriels, parce qu'aujourd'hui, nos départements aussi est la porte d'entrée de tout ce qui est demande d'autorisation d'implantation et aussi les demandes par rapport à l'investisseur lui-même. La démarche de l'investisseur est faite à travers notre département. Donc, l'une des priorités de notre gouvernement à date, c'est comment accroître les avantages liés aux investissements dans le secteur industriel. À travers les projets d'opérationnalisation des zones industrielles, à travers nos agences, nos directions nationales de l'industrie ou encore l'agence de gestion des parcs industriels, nous avons pu bâtir aujourd'hui 4 projets structurants au niveau de 4 pour le développement et l'opérationnalisation de 4 parcs industriels à Fangé, vers du Breka, à Masaya, Kouria et Tanene. Ceci doit permettre aujourd'hui d'offrir des commodités pour l'implantation et le développement des activités ou des entreprises industrielles. De l'autre côté, nous nous sommes donné
comme seconde priorité également de continuer l'amélioration du climat des affaires parce que ces 2 dernières années, nous avons quand même eu une certaine stabilité monétaire et au niveau du climat des affaires, du cadrage macroéconomique de notre pays à travers l'adoption de plusieurs réformes assez importantes pour non seulement encourager l'agro-industrie, mais aussi favoriser l'implantation de grands partenaires industriels en Guinée. Et ceci ne peut pas se faire sans la sécurisation du foncier, justement rural, et la numérisation du titre foncier, parce que nous avons constaté qu'à travers ces dernières années, ce sont les points et les défis liés à notre secteur. C'est le foncier, la sécurisation foncière et les titres fonciers par rapport au secteur industriel. L'un des engagements du gouvernement également, qui est d'ailleurs une priorité aussi du chef de l'État, c'est comment mettre en place des zones économiques spéciales intégrées. Donc, à travers l'ADAS ou encore la GESPI, nous avons pour ambition aujourd'hui la création de zones économiques spéciales dans 2 zones de notre pays, à Boké vers le corridor minier et à Cancan, pour encourager les investissements et les investisseurs à s'implanter dans ces diverses zones. Et ceci offre aujourd'hui des possibilités d'incitation fiscale et douanière, mais de l'autre côté, de développer des infrastructures adaptées en fonction de ces différentes régions. Donc, le cadre juridique, si je puisse me le permettre, est en cours d'élaboration et de finalisation afin que ceci soit une réalité en termes d'implantation des zones économiques spéciales. De l'autre côté, vous avez abordé la question énergétique. Nous savons aujourd'hui notre pays a cette épineuse question de défi énergétique. Nous voulons améliorer justement la desserte en électricité, avec notamment le développement de nouvelles sources innovantes. Et très récemment, je pense, si j'ai bonne mémoire, en avril dernier, 2024, notre organe législatif, qui est le Conseil national de transition, a adopté la Convention d'établissement relative au développement des projets de gaz liquéfié et d'unités de production d'énergie électrique, aujourd'hui qui doit aller vers une capacité de près de 1800 mégawatts en repli de Guinée. Mais parallèlement, le ministère de l'Énergie se bat au compte du gouvernement aujourd'hui afin de développer tout ce qui est énergie renouvelable à travers nos barrages hydroélectriques déjà, penser à de l'énergie mixte, à la production mixte, afin de corriger justement ce défi énergétique qui est pour nous un élément important dans le développement du secteur industriel. D'autres réformes fortes aussi sont attendues par notre gouvernement du système éducatif guinéen afin de lui permettre de mieux répondre aux besoins du marché, comme je le disais tout à l'heure, à travers Simandou Academy, en fonction de l'acquisition ou du transfert de compétences que nous aurons avec nos grands partenaires industriels, mais afin de créer aussi dans l'enceinte même des universités des pôles techniques industriels, mais aussi en renforçant les programmes de formation au niveau de l'enseignement technique. Je le dis parce que il y a quelques mois encore, j'étais ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc cette question, elle est transversale et elle est très portée par notre gouvernement à travers le transfert de compétences. Donc ce sont quelques réformes que nous portons aujourd'hui pour améliorer le climat des affaires au niveau du département et le pôle économique du gouvernement, améliorer la desserte énergétique pour un soutien dans le cadre du développement de l'activité industrielle, mais de l'autre côté, s'assurer qu'on a un capital humain qualifié, compétitif, pour justement travailler avec ces industriels. Madame la ministre, peut-être pour terminer cet échange, on va parler du climat des affaires. Après tout, il s'agit d'un webinaire focalisé sur l'investissement et c'est donc nécessaire de parler donc de ce climat des affaires, de façon, de la manière dont on peut l'améliorer, d'attirer les investissements étrangers notamment. Quelles sont les principales politiques mises en place par votre ministère en particulier pour l'améliorer, pour faire en sorte que ce climat soutienne le développement des petites et moyennes entreprises? Alors, l'amélioration du climat des affaires, il faut l'avouer, c'est une conjugaison d'efforts. Mais je voudrais quand même profiter de cette occasion pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons compris que notre porte d'entrée pour l'investissement, c'est à travers l'APIP, l'Agence de promotion des investissements privés, avec d'ailleurs laquelle agence vous organisez ce webinaire. Aujourd'hui, à travers cette agence, nous avons créé quand même un guichet unique afin de permettre aux investisseurs nationaux et étrangers de créer d'abord
en ce qui concerne la création d'entreprises, de créer leur entreprise en 72 heures, tout en leur facilitant désormais l'accès aux avantages fiscaux, aux avantages douaniers régis par le Code des investissements. Pendant la phase, que ce soit la phase d'installation ou encore la phase d'exploitation ou de production, nous accompagnons à travers la PIP les investisseurs directs étrangers et même les nationaux. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment renforcer le dialogue un peu plus dans ce sens afin que tous les acteurs de notre écosystème PME nationaux ou étrangers puissent bénéficier de ce renforcement à travers la PIP. De l'autre côté, nous avons quand même mis des efforts au sein du gouvernement afin désormais de créer un tribunal des commerces pour régler tout ce qui est contentieux et litiges commerciaux, parce que qui parle d'investissement parle aussi de règlement de litiges à travers la création, à travers le développement des activités sur le territoire national et à travers justement les emplois créés directement ou indirectement. Donc, nous avons créé ce tribunal unique de commerce afin de venir appuyer justement la création et l'investissement de nos partenaires. Ce que nous avons pu mettre en place également à travers une plateforme électronique, c'est l'adoption de e-tax pour digitaliser tout ce qui est paiement des taxes et impôts. Non seulement cela nous permet de renforcer la transparence administrative, mais de l'autre côté, de sécuriser les recettes de l'État. Parallèlement, le gouvernement, à travers plusieurs départements sectoriels, nous avons pu mettre avec l'appui du ministère du Budget, sous tutelle du ministère du Budget, un guichet unique du commerce extérieur. Aujourd'hui, cela nous permet d'accélérer toutes les procédures d'importation et d'exportation, d'avoir une seule plateforme conjuguée entre le ministère du Commerce, le ministère du Budget, la douane, les impôts et le Trésor, afin aussi de suivre, d'une part, tout ce qui est activité industrielle, commerciale à travers l'importation, l'exportation et tout ce qui est rapatriement des devises, mais de l'autre côté, sécuriser, comme je le disais, les recettes de l'État. Pour ne pas trop m'attarder sur la question, une dernière réforme quand même que je voudrais partager aussi avec vous, c'est la création du guichet unique de permis de construire à travers le ministère de l'Habitat et tout notre écosystème et le lancement aujourd'hui d'un grand programme qui est très vaste de digitalisation des titres fonciers pour sécuriser d'une part, mais aussi faciliter l'accès à nos terres pour les investisseurs qui veulent quand même s'implanter en Guinée à travers diverses facilités ou en tout cas à travers divers intervenants. Vous l'avez compris, nous sommes partis de façon isolés à travers plusieurs départements sectoriels en se retrouvant dans des guichets uniques coordonnés, assez suivis afin de ne pas faire perdre aussi ou démotiver les investisseurs qui viennent en Guinée. Merci beaucoup, Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Dr Diaka Sidibé, pour cet échange, pour nous avoir présenté ainsi la vision, mais aussi les politiques déjà mises en place et à venir par le gouvernement guinéen pour justement améliorer le climat des affaires et offrir de nouvelles perspectives d'exploitation des potentialités de la République de Guinée, notamment en matière de petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup à vous. On va procéder, mesdames et messieurs, maintenant à la deuxième partie de ce webinaire sur l'investissement en Guinée avec un panel qui va justement échanger de manière approfondie et rigoureuse sur la question des opportunités d'investissement dans le pays. Un panel prestigieux composé de personnalités influentes du gouvernement, mais aussi du monde des affaires en Guinée. Et je vais à présent présenter ces panélistes, à commencer par Monsieur Diawadou Ba, directeur général d'Ecobank Guinée, qui est donc partenaire de cet événement. Nous avons également Madame Diana Kouyaté, directrice générale de l'Agence de promotion des investissements privés de la République de Guinée. Monsieur Sadio Diko, directeur régional de l'Afrique de l'Ouest de Proparco, Monsieur Ahmed Kanté, vice-président en charge des initiatives de transparence dans l'industrie extractive de la Confédération générale des entreprises de Guinée, donc la CGE GUI, je ne sais pas comment on dit, et ensuite Monsieur Aboubakar Koulibaly, directeur pays de Rio Tinto en Guinée. Voilà, merci à nos panélistes. Nous avons une cinquantaine de minutes pour échanger sur la question de l'investissement et des potentialités d'investissement en République de Guinée, avec vos perspectives en fonction de vos départements, de vos secteurs d'activité. Et je vais commencer par vous poser des questions un petit peu générales. On va essayer de garder à l'esprit l'échange, l'interview qu'on vient d'avoir avec Madame la ministre Diaka Sidibé pour justement
rebondir sur les points qu'elle a évoqués, sur la vision d'ensemble du gouvernement guinéen sur la question de l'investissement. Et je vais commencer par Monsieur Diawadou Ba, directeur général Ecobank Guinée. Comment évaluez-vous l'évolution récente de l'écosystème des affaires en Guinée, que la ministre a évoqué, et quelles sont, selon vous, les principales raisons de l'attractivité croissante du pays pour les investisseurs? Merci beaucoup, Madame Anan. Bonjour à Madame la ministre, Dr Diaka Sidibé. Bonjour à mes copanélistes. Et nous vous remercions pour cette initiative sur l'investissement en Guinée. C'est une vitrine supplémentaire pour pouvoir vendre l'attractivité de notre pays et ça me permet de rebondir sur la question que vous avez posée. Vous savez, quand on parle d'attractivité du pays et d'évolution de l'environnement, on se pose 4 questions essentiellement. Est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement dans le pays si on se place du point de vue d'un investisseur? Première question qui va se poser, est-ce que dans ce pays, il y a des opportunités d'investissement? Est-ce qu'il y a des besoins? La seconde question qu'il va se poser, c'est de dire, est-ce qu'il est facile de créer une entreprise? Est-ce qu'il y a des avantages à investir dans le pays? Une fois qu'il s'est posé ces deux questions, la troisième, c'est de dire, OK, j'ai un investissement, j'ai un projet qui est bancable. Est-ce qu'il y a possibilité de lever des financements pour pouvoir dérouler le projet pour lequel il y a un besoin? Et le quatrième point qu'il va se poser, c'est de dire, est-ce que, au bout du compte, une fois que j'ai investi, que j'ai produit de la valeur, est-ce qu'il est possible de rapatrier ces fonds vers l'extérieur si toutefois c'est un investisseur étranger? Naturellement, si c'est un investisseur local, cette question ne se posera pas. Donc, à la première question sur les opportunités qu'offre le pays, la République de Guinée, je pense que Madame la ministre a très bien brossé le tableau. S'il y a un pays aujourd'hui où les besoins d'investissement sont criards, c'est bien la République de Guinée. Et ça, c'est nonobstant la croissance du PIB qu'on a vu ces dernières années. Pendant Covid, après Covid, la seule économie résiliente de la sous-région, ça a été la République de Guinée. On était autour de 5-6%. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, les projections pour la croissance du PIB sont autour de 5%, là où pour l'Europe ou pour le monde, elles sont autour de 2,7% et pour l'Europe, elles sont autour de 1,1%. Donc, c'est dire déjà que sans même ces projets d'investissement sur lesquels nous tablons pour l'avenir, l'économie est déjà attractive, elle est intéressante. À côté de ça, on sait tous les besoins qu'il y a, tous les défis qu'il y a. Et là, je vais faire plutôt un focus sur le non-minier, parce que souvent, quand on parle de la Guinée, on fait toujours référence au minier. Le minier est un acquis. C'est un acquis qui est là et c'est un acquis qui va se consolider dans le temps, ne serait-ce que par le projet Simandou. En passant de 1,2 million de tonnes de fer annuel à 120, à 160, 120, 160 millions, comme l'a dit Madame la ministre. Et ça, ce n'est que sur le fer. On ne parle pas de l'or, on ne parle pas de la bauxite. Et la perspective que les exportations ont dans le futur sur ces minerais. Mais le non-minier, pour nous, c'est vraiment là où le pays doit également se démarquer. On parle du déficit énergétique qu'il faut résorber. Il faut investir sur l'énergie. Sur le tissu industriel, Madame la ministre en a parlé, très important. La Guinée, dans le passé, était la référence en termes d'industrie dans la sous-région. Il faut rattraper ce gap, il faut aller au-delà. On ne parle pas du secteur agricole. Encore, les potentialités du pays, elles sont exponentielles. La création d'une agro-industrie, réduire les importations, aller plus dans la production, créer de la valeur ajoutée. Donc tout ça, ce sont des pistes qui naturellement rendent le pays attractif. Donc sur la question opportunité d'investissement, clairement, s'il y a un pays vers lequel il faut investir aujourd'hui, c'est la République de Guinée. La deuxième question... Je vous laisse terminer votre premier point. Allez. Okay, sur la facilité, un petit peu plus court, Monsieur Ba, s'il vous plaît. Okay, sur la facilité à la création d'entreprises, je laisserai Madame Kouyaté en parler. Je pense que les simplifications des démarches, elle est effective, elle est opérationnelle. La digitalisation du processus, c'est le cas. Les incitations fiscales et douanières également sont effectives. Madame la ministre en a parlé. Sur l'accès au financement, aujourd'hui, il faut savoir qu'en République de Guinée, on a 21 banques avec des capacités de financement qui sont là, qui sont réelles.
L'intérêt que nous avons aujourd'hui et que nous avons vu, c'est l'intérêt de parties externes. Je ne veux pas seulement parler de Proparco qui est connecté ici, mais des agences de crédit à l'export qui ont toutes de l'appétit sur la Guinée, pour ne citer que BPI, UKF. Donc, il y a un besoin. Aujourd'hui, le financement est là. Les banques locales ont la capacité et les agences de crédit à l'export, tout comme des banques de développement, également ont de l'intérêt. Et en fait, sur la question du rapatriement, parce que quand on produit, on veut rapatrier ces recettes, je veux dire l'initiative lancée par rapport à la recette des exportations, au rapatriement des recettes d'exportation vont pouvoir renforcer les réserves de change du pays et pouvoir adresser cette problématique de transférabilité, de convertibilité. Sans compter que le franc guinéen est la seule devise de la sous-région, voire en Afrique, qui s'est appréciée sur ces 5 dernières années. Donc, c'est autant d'indicateurs qui montrent que le pays est attractif et que les besoins sont là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Baye. Et vous me permettez de faire la transition justement sur la partie de l'agence de promotion des investissements privés, puisque c'est central hein, quand on parle d'investissement. C'est justement Madame Diana Kouyaté, directrice générale de cette agence, qui va nous donner cette vision de la PIP pour faire de la Guinée le carrefour des investissements en Afrique, puisque ça fait partie de son mandat. Madame la ministre tout à l'heure l'a un petit peu évoqué, mais j'ai envie de vous poser donc cette question sur les stratégies qui sont mises en place en ce sens, Madame Kouyaté. Peut-être que vous voulez que je reformule la question. Quelles sont les stratégies qui sont mises en place dans le sens de faire de la Guinée le carrefour des investissements en Afrique de l'Ouest, mais aussi sur le continent de manière générale? Alors, vous êtes sur... votre micro est coupé. Si vous pouvez peut-être l'ouvrir, s'il vous plaît, Madame Kouyaté. Très bien. Merci, Anan, et merci en tout cas, Madame la ministre, déjà pour l'introduction qu'elle a pu faire, parce que ça posait les bases. Allô, vous m'entendez? Là, c'est bon? C'est bon, on vous entend. Il y a un petit décalage, en fait. On vous entend. Je vais l'activer, là. Allô, vous m'entendez? Bon, ok, très bien. Bonjour à tous. Donc, l'agence même d'investissement de Guinée, on a plusieurs stratégies en termes d'amélioration déjà du climat des affaires. Madame la ministre a parlé tout à l'heure du guichet unique et la digitalisation du foncier. Ça, c'est des grandes réformes qui sont en perspective, en tout cas sur la digitalisation du foncier, pour justement le développement de l'agriculture, mais aussi pour assurer les investisseurs, mais aussi pour le développement surtout de l'industrialisation, parce que quand on parle de développement de chaînes de valeur, donc ça, on commence déjà par le domaine agricole. Pour ce qui est la mise en place aussi des guichets uniques, c'est vrai on réduit de façon drastique les délais au niveau des exportations, des importations, mais aussi de la création d'entreprises. On l'a dit, Madame la ministre en tout cas l'a mentionné, on crée aujourd'hui en moins de 72 heures. Cette création vraiment est accélérée et on est vraiment sur le digital. Au niveau toujours en interne, au niveau du pays, en tout cas en termes de stratégie, on a aujourd'hui une dynamique aussi de promotion des investissements, c'est-à-dire qu'on va vers les investisseurs au niveau, à travers des participations à des forats. Et on suit aussi à travers les différentes communications, les différents canaux de communication, à toucher un maximum d'investisseurs pour les rassurer. Monsieur le directeur d'Ecobank a mentionné les 4 points. Ce sont les 4 points souvent qui reviennent en termes de questions. Et la mise en place aussi d'accompagnement au niveau, parce qu'on parle d'investissement, mais en face, il faut qu'on ait aussi des projets qui puissent vraiment intéresser les investisseurs. Et à partir de là, nous, au niveau de la PIP, toujours, on crée les entreprises. On a mis en place un guichet unique pour la création d'entreprises, mais aussi on suit le code des investissements. Donc ça, ce sont des points clés que la PIP suit au niveau pour les mettre en face des investisseurs. Mais en face, on a aussi le secteur privé, les projets publics qu'on met en avant, puisque c'est le menu qu'on présente aussi aux investisseurs. Et en termes de stratégie, plus on a un catalogue diversifié,
plus on arrive aujourd'hui à intéresser des investisseurs. Il y a cette dynamique d'investissement, en tout cas, qui est beaucoup plus, on le sent aujourd'hui en Guinée, en tout cas au niveau de l'agence, beaucoup plus accélérée. Et c'est comme ça que récemment, en tout cas en mars dernier, on a organisé le Guinea Investment Forum. Et on a pu mobiliser pour les projets privés uniquement guinéens 503 millions de dollars de financement. Donc, monsieur Ba, je viendrai vous voir bientôt, n'est-ce pas, sur les résultats d'EcoBank là-dessus. Les vacances sont terminées. Ça, c'était la petite parenthèse. Et donc, en termes de stratégie, c'est vraiment ça. C'est qu'on travaille vraiment sur les réformes avec les structures étatiques, enfin le gouvernement, tout simplement. On travaille vraiment sur cette dynamique et derrière, on présente justement, on fait la promotion, on communique à travers nos différentes participations. Et au niveau local, toujours, on accompagne aussi, on appuie les PME locales pour vraiment avoir des projets bancables avec un niveau de maturité qui est élevé pour qu'on puisse vraiment aller dans cette dynamique et de financement, tout simplement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Guinée intéresse beaucoup les investisseurs. C'est pour ça qu'on est passé en quasiment une année 2021-2022, on a plus que doublé les investissements directs étrangers. Et ça part aussi sur la base du projet Simandou qui a vraiment redynamisé l'économie, mais tous les projets d'infrastructures, les infrastructures routières, les infrastructures énergétiques, les infrastructures, même au niveau des nouvelles technologies, contribuent justement à cette dynamique de promotion ou en tout cas à cette stratégie vraiment d'intérêt des investisseurs vers la Guinée. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup, Madame Koyate. Je vais passer la parole à présent à Monsieur Ahmed Kanté, vice-président en charge des initiatives de transparence dans l'industrie extractive à la CGE. Est-ce que vous pouvez nous partager la façon, les méthodes mises en place par la Confédération générale des entreprises de Guinée pour promouvoir justement cette attractivité, pour faire en sorte que les investisseurs puissent trouver leur place dans le climat des affaires guinéennes? Alors, il me semble que votre micro est coupé. Est-ce que vous pourriez l'ouvrir, s'il vous plaît? Et on va tâcher de se souvenir qu'il faut garder les micros ouverts tout le long de cette session pour éviter les petites latences. Je vous écoute. On vous écoute. Vous me recevez? C'est bon, il me semble. C'est que les réformes le plus. Alors, il me semble que vous avez aussi peut-être un niveau de son qui est très faible. On va peut-être essayer de parler peut-être plus fort. Et si jamais il y a quelque chose à régler, je vais peut-être passer la parole à un autre intervenant et revenir à vous, le temps qu'on règle cette question technique. Je vais juste vous demander de vous exprimer une fois de plus, Monsieur Kanté, et puis on va voir si vous êtes audible. Je disais que une des réformes qui a été entamée par le secteur privé, c'est d'abord d'unifier les patronats. Et la création de la CGI répond justement à cette volonté de suivre les directives qui ont été prises par le gouvernement. L'application des 4 patronats, un seul, est la Confédération générale des entreprises de Guinée. Et pour revenir spécifiquement à votre question, qu'est-ce que la CGI fait? La promotion des investissements. En fait, pour promouvoir l'environnement des affaires, la CGI a posé des jalons qui constituent sa participation active à un certain nombre de projets et de lois. La première, c'est sa participation à l'adoption d'une loi sur le contenu local, suivi de la mise en place par décret de l'autorité de régulation du contenu local qui doit produire les textes d'application permettant à tout acteur de connaître cette réglementation. Parce que pour attirer, il faut bien sûr que les gens comprennent l'environnement dans lequel ils sont. Ensuite, il y a la création et l'opérationnalisation par réalité du PM GBF, qui
Guinée Business Forum. Cette plateforme de concertation entre le secteur privé et le pouvoir public pour l'amélioration du climat des affaires. Ensuite, il y a le comité de pilotage qui a été mis en place concernant cela et qui est présidé par Monsieur le Premier ministre et qui a comme vice-président Madame la ministre qui est un des panélistes. Ensuite, il y a vice-président le gouverneur de la Banque centrale, il y a le président de la CGI. Tout cela montre quoi? Qu'il y a une dynamique entre le secteur privé et le secteur public pour justement promouvoir la destination Guinée. Il y a également un certain nombre de textes tels que le Code du travail et le Code des investissements est à revue pour les adapter aux nouvelles exigences du développement économique du pays. Il y a également que la CGI a adhéré à la convention de partenariat entre le ministère des Affaires étrangères et les acteurs économiques guinéens en vue de la réalisation d'un certain nombre d'actions convenues qui visent à rendre visibles à l'étranger les opportunités que présente le pays. Mais je pense qu'au sein même de la CGI et à travers ces structures, il y a la promotion de l'éthique entre les opérateurs guinéens et les opérateurs étrangers pour éviter des déceptions qui pourraient nous desservir. Il y a aussi que dans le cadre du partenariat entre les Guinéens et les partenaires étrangers, il y a des exemples de partenariats très réussis qui font que, par le bon exemple que cela donne, ça encourage d'autres partenaires à investir en Guinée, surtout le cas spécifique du secteur minier que je connais, c'est-à-dire où l'investissement ou le partenariat avec des partenaires dans le cadre, par exemple, de l'exploitation de la bauxite, a permis en 9 mois de construire pratiquement un port et de booster une société minière guinéenne en 2 ans de 0 à plus de 5 millions de tonnes par an. Je pense que ce qu'on peut retenir également, c'est qu'il y a tout un environnement qui est créé par les structures de l'État et qui sont de nature aussi à encourager les investisseurs étrangers ici. C'est-à-dire aussi bien dans leur installation, telle que l'a tout de suite notifié Madame la directrice de l'AFIC, mais également dans le cadre du règlement des conflits commerciaux qu'on ne peut pas éviter dans ce genre d'activité, avec le tribunal du commerce qui existe et avec, bon, son existence, c'est un fait, mais la doter des dotations budgétaires nécessaires à son fonctionnement, c'est autre chose. Et nous prenons souvent la parole au niveau de certaines instances, attirer l'attention des autorités sur la nécessité de rendre vraiment opérationnel ce tribunal de commerce par une dotation budgétaire conséquente, mais également de faire en sorte que la direction nationale chargée de la promotion du secteur privé ait aussi les moyens de ses attributions. Cela également est très important. Je crois que la promotion pour l'attrait des investisseurs étrangers, c'est un tout. Ce n'est pas seulement un travail. Monsieur Kanté, je ne veux pas vous couper, mais il va falloir que vous conclure peut-être en une dernière phrase et on va devoir passer au prochain panel. Je veux dire que, en fait, c'est un tout. C'est un tout qui nécessite
l'harmonisation des activités qui sont menées à la fois par le secteur public et par le secteur privé. Et c'est ce qui fait que notre credo ici, c'est de faire du dialogue. Merci beaucoup, Monsieur Kanté. Je pense que justement le message de Monsieur Kanté a été entendu. Hein. C'est vraiment pour lui l'idée d'une synergie entre les différents acteurs, que ce soit les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés, et faire en sorte qu'il y ait une synergie de ces différents secteurs pour pouvoir arriver aux objectifs de chacune des parties concernées. Je vais à présent passer la parole à Monsieur Aboubacar Coulibaly, directeur pays de Rio Tinto Guinée. Depuis le début de cette session, on a entendu différents intervenants parler du secteur minier comme de la base. Monsieur Ba parlait même d'un acquis pour la Guinée, puisque c'est un des moteurs de l'économie de ce pays. Pouvez-vous partager pour Rio Tinto, en tant que directeur pays, votre vision pour l'avenir de la Guinée en tant que hub minier mondial, et comment est-ce que Rio Tinto Simfer envisage de contribuer à cet objectif à long terme? Merci bien, Madame Annan. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce panel d'avoir pensé à Rio Tinto. Je suis très nouveau ici à Conakry. Ça me fait exactement un mois que j'ai commencé cette fonction. Je vous remercie vraiment pour la considération et l'invitation. Je voudrais aussi remercier les co-panélistes qui sont intervenus avant, qui ont beaucoup parlé, mais singulièrement Madame la ministre, qui nous a fait un cadrage des efforts qui sont faits par le gouvernement guinéen pour assurer que nous évoluons dans un contexte propice au développement des affaires dans le pays. Le projet Simandou est un projet complexe, mais un projet transformateur. C'est un exemple de projet intégré à mine infrastructure qui permettra à la Guinée de faire un bond qualitatif dans le développement économique. Premièrement, il permet de quitter d'un statut de pays à faible revenu à un pays à revenu intermédiaire, avec le niveau de croissance et du PIB très appréciable comparé à d'autres pays dans la sous-région et démontrant la résilience du pays. C'est un investissement global en phase de construction de 18 milliards de dollars avec l'ensemble des partenaires industriels, et Rio Tinto fait une contribution de 6 milliards 200 millions. Durant cette phase, nous travaillons bien sûr avec les entreprises guinéennes. J'ai entendu par plusieurs intervenants l'intérêt du contenu local. Le contenu local, ce n'est pas seulement les emplois que nous créons, c'est aussi comment développer les compagnies nationales, comment faire le transfert des technologies, le transfert des connaissances, et comment participer à la préparation de la prochaine génération de travailleurs guinéens. Je pense qu'au-delà des infrastructures qui seront un acquis pour la Guinée, parce que ça permettra de booster la connectivité et le commerce, il y a cet aspect de contenu local sur lequel nous insistons énormément. Aujourd'hui, de 2023 à 2024, nous avons à peu près signé des contrats avec des entreprises à capitaux guinéens à hauteur de 897 millions de dollars. C'est un investissement direct dans l'économie. Nous avons créé à peu près 10 000 emplois en phase de construction de notre côté du projet, parce que Simandou, c'est deux groupes d'industriels. En ce qui concerne notre phase, on a créé beaucoup d'emplois et 83% de ces emplois sont tenus par des Guinéens. Donc, il faut humaniser ça, parce que quand on a un emploi, on est à la tête d'une famille, on a des revenus, on soutient ces familles-là. C'est un impact réel.
Mais il y a un impact beaucoup plus important qu'on ne discute pas très souvent et qui se situe tout au long du corridor et s'alignant sur l'objectif de diversification de l'économie. Je pense qu'en investissant 18 milliards de dollars, nous donnons un signal fort à tous les investisseurs du monde entier que quelque chose de spécial se passe en Guinée. Il y a certes des problèmes, comme dans tout pays, même les pays les plus développés, mais qu'il est possible d'investir autant d'argent, d'aider l'économie locale à se qualifier, à être à un niveau qui permettrait à la Guinée d'être à l'avant-garde du développement industriel, comme l'a dit Madame la ministre. J'ai aussi écouté Madame la directrice de la PIB. Il y a des dispositions qui sont en cours et nous soutenons ces réformes-là parce que, premièrement, en tant que minier, nous avons des sous-contractants qui fournissent des services, qui développent des secteurs. Nous amenons des travailleurs dans le pays qui ont besoin de certains services. Donc, il est imaginable que lorsque la construction finira et qu'on sera en phase d'exploitation, ces mines vont exister pendant plus de 40 ans. Donc, c'est une offre d'opportunité exceptionnelle pour des entreprises. Et enfin, la question de la transformation économique, il faut la voir aussi au niveau sous-régional. Parce qu'une fois que vous avez adressé la question d'accès, de connectivité, il faut regarder aussi la taille du marché. Un investisseur qui vient, qui a accès à toutes ces facilités, il veut aussi faire le commerce avec d'autres zones. Comment on regarde cet aspect régional de l'impact de Simandou va être déterminant sur la façon dont l'économie dans son ensemble doit fonctionner. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. Je vais passer la parole à présent à Monsieur Sadio Diko, directeur régional Afrique de l'Ouest de Proparco. On a parlé de diversification de l'économie. Alors, justement, pour continuer et abonder dans le sens de la diversification, quels sont les secteurs que Proparco identifie comme particulièrement attractifs pour les investisseurs dans le pays, en République de Guinée, et de quelle manière envisage-t-elle de les soutenir, ces secteurs-là? Bonjour à tous, bonjour chers amis copanélistes. Je suis ravi d'être avec vous et un grand merci pour cette invitation qui permet aussi de situer un peu quelle est l'action de Proparco en Guinée. Je pourrais conclure peut-être directement et arriver vers la fin en disant que l'année dernière, on a choisi la Guinée pour être, dans ma direction régionale, l'un des pays prioritaires où nous allons accélérer les efforts. Je pense que je l'avais dit déjà au précédent GIF et Mme Kouyaté était présente. Et donc, c'est pour dire à quel point on a vu justement, depuis qu'on est en Guinée en 2006, le groupe AV depuis 45 ans, comment est-ce que le climat des affaires a évolué dans le bon sens avec vraiment un trend très favorable. Maintenant, en termes sectoriels, on a évidemment, nous, en tant que banque de développement, des axes forts et surtout un maillage qui est plutôt assez large. Donc, on peut faire quand même beaucoup de choses en matière d'accompagnement et de financement dans ce qu'on fait. Mais pour ne pas y aller tout azimut, je pense qu'au-delà des secteurs miniers, qui sera évidemment un point dont on va parler, c'est le secteur bancaire, pour nous, reste quand même un secteur clé fort parce qu'un système financier fort dans un pays, c'est ce qui permet à un moment de pouvoir toucher le tissu entrepreneurial et de pouvoir créer toutes les dynamiques qui vont permettre justement d'émerger. Et ça passe par les banques. Donc nous, on continuera à faire ce qu'on fait déjà, mais en accélérant évidemment la dynamique, en continuant de financer les banques de la place et en leur permettant aussi d'avoir plus d'appétence au risque pour pouvoir justement toucher, certes, les moyennes entreprises, mais aussi et surtout les petites entreprises qui sont en dessous et qui ont des vrais besoins de financement. Donc, c'est ce qu'on fait avec la plupart déjà de nos partenaires, que ce soit Vista, EcoBank aussi ici présent,
et avec Société Générale aussi. Donc, on continuera à faire ça. Après, si je prends le secteur minier, il se passe un truc, je pense que c'est très clair avec le projet Simandou qui est juste énorme en soi. On avait évidemment, et on ne va pas s'en cacher, de vrais sujets en tant que banque de développement sur le secteur minier. Comment est-ce qu'on parvient à accompagner un secteur clé pour un pays tel que la Guinée, avec tous les sujets qu'on connaît, que ce soit des sujets environnementaux et sociaux, que ce soit aussi sur la biodiversité, qui est un point clé aussi, qui peut parfois amener aussi des freins. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, et je pense que le timing est bon, c'est qu'en interne, au sein du groupe AFD et au sein surtout aussi de Proparco, on a il n'y a pas si longtemps que ça, une doctrine qui a été clarifiée sur quels sont les minerais, quel sera le cadre d'intervention qu'on pourra avoir sur le secteur minier. Et donc, comme cela a été dit précédemment, ce projet Simandou et le secteur génèrent aussi autour énormément de services, de corporate qui sont autour de ce secteur. Et donc, voilà, donc on va maintenant pouvoir discuter avec ces opérateurs, ces acteurs pour pouvoir les accompagner, que ce soit dans la partie service, mais aussi dans les infrastructures associées aux mines, ce qui est un véritable axe. Typiquement, des centrales solaires associées à des mines, ça, c'est des choses que Proparco aimerait pouvoir faire en Guinée. Et évidemment, tout ce qui est infrastructure de façon plus large aussi. Et donc ça, c'est des infrastructures plutôt aéroportuaires, que ce soit aussi des infrastructures digitales, des data centers, des câbles sous-marins. Donc ça, vraiment, c'est ce qu'on trouve porteur ici en Guinée. Et bien évidemment, pour finir, cela a été dit, l'agro-industrie, la transformation dans une logique de sécurité alimentaire qui est un axe fort de notre stratégie. Et c'est ce qu'on fait déjà depuis aussi 1 an et qu'on a accéléré, c'est de pouvoir accompagner justement les agro-business qui sont en local avec justement nos outils pour pouvoir les accompagner. Donc aussi bien sur le côté agricole que agro-industrie et avec cette logique de chaîne de valeur et évidemment que la transformation puisse rester en local dans un souci de sécurité alimentaire. Donc, ce sont les 4 axes sur lesquels on va multiplier nos efforts. Je vais rester avec vous, Monsieur Dicko. En tant qu'organisation spécialisée dans le financement des sociétés qui a aussi pour objectif de créer de l'emploi local, je pense qu'il faut aussi qu'on évoque, au-delà des opportunités, au-delà du climat attractif dont vous avez parlé, dont les autres panélistes ont parlé, les obstacles et les différents challenges qu'on peut rencontrer dans ce climat-là. Toujours dans l'optique de mieux exploiter les potentialités de la République de Guinée. Quels sont, jusqu'à présent, les obstacles auxquels vous faites face dans la réalisation de vos objectifs dans le pays ? Alors, le principal obstacle, et je pense que c'est une très bonne question du coup, c'est bien évidemment la taille des financements. Donc, c'est bien beau de pouvoir apporter 50 millions, 100 millions, mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait pour tous les besoins qui sont de masse et qui sont sur des montants bien inférieurs? Donc, on a essayé d'innover en ce sens, puisque notre ticket d'intervention était plutôt autour de 10 millions. Et on a validé justement ce principe fort, et je tiens à le dire aujourd'hui pour qu'il soit vraiment connu de tous, que nous sommes désormais en capacité de pouvoir accompagner des projets plus petits, c'est-à-dire à partir de 1 million d'euros jusqu'à 5 millions d'euros. Donc ça reste encore élevé, dirons-nous, mais en venant de 10, je pense qu'on s'ouvre le champ des possibles avec des entreprises, des petites entreprises qui ont des besoins plus petits et qui vont pouvoir désormais avoir ce nouveau guichet, en tout cas, qu'ils pourront solliciter. Donc ça, la taille des tickets, c'est un vrai sujet et je pense que ça, c'est majeur. Il y a évidemment aussi des secteurs qui sont quand même beaucoup plus portés par les autorités guinéennes, donc l'éducation, la santé, c'est évidemment des secteurs sur lesquels on aimerait pouvoir intervenir et pouvoir accompagner. Mais force est de constater que peu de projets, en tout cas dans ces secteurs privés,
émergent et nous reviennent. Donc ça, c'est un constat qui est en tout cas celui que je fais. Et après, évidemment, on est une banque de développement, et donc qui dit banque de développement dit forcément des standards aussi en termes de normes environnementales, sociales et autres. Et donc ça, évidemment, il faut pouvoir être aussi une entreprise qui soit réceptive et qui ait envie d'entamer cette transformation. Et donc, mais on s'en rend compte puisque le dispositif dont je parlais des montants de tickets beaucoup plus petits, on l'a accompagné d'assistance aussi de mes équipes pour pouvoir justement aussi, puisque faire des petits montants ne suffit pas, il faut aussi pouvoir accompagner ces sociétés un peu moins matures. Et donc, on va pouvoir aussi les diriger vers des façons de faire un peu différentes. Donc voilà les difficultés en tout cas qu'on rencontre. Merci beaucoup, Monsieur Dicko. Je vais demander peut-être à Monsieur Ba de à la fois réagir à votre dernier point sur les différents obstacles que vous rencontrez, mais aussi à ce que vous avez évoqué sur le fait que l'axe financement du secteur bancaire est primordial et que le rôle des banques est particulièrement important. Et vous entendre, Monsieur Ba, sur la question notamment des PME et des PMI. La question des garanties et du coût du crédit sont souvent des facteurs bloquants. Alors, quelles sont les alternatives ou solutions qu'offre justement le secteur financier guinéen sur cette question-là? Merci. Par rapport à l'évolution de l'environnement, à la fois juridique et réglementaire, c'est vrai que beaucoup de choses ont été faites depuis 2019. Il faut savoir qu'avant 2019, les affaires commerciales étaient traitées dans les cours de droit commun. Et donc, ce n'était pas forcément des spécialistes de la matière commerciale qui traitaient ces dossiers, ces contentieux. Depuis 2019, on a la création du tribunal de commerce, qui est effective et qui donne entièrement satisfaction. Bien entendu, comme il a été dit par nos copanélistes du patronat, il y a nécessité à renforcer et à doter ce tribunal de commerce. Aujourd'hui, nous poussons pour aller à un niveau supérieur. L'étape supérieure, c'est quoi? C'est la cour d'appel de commerce. Des entretiens, des échanges se sont tenus avec la tutelle, la Banque centrale, le ministère des Finances et le ministère de la Justice, et on est en voie d'aller vers cette création de cours de droit, de cours d'appel du commerce. Donc pour nous, une fois que cette cour d'appel du commerce sera effective, je pense qu'on aura bouclé la boucle et toutes les questions commerciales seront traitées par qui de droit au bon niveau. Sur l'aspect réglementaire, il y a eu beaucoup d'évolutions sur ces dernières années sous la tutelle de la Banque centrale, dont l'une majeure pour nous, c'était déjà le relèvement de la capitalisation des banques, en passant à 200 milliards pour qu'on ait des acteurs relativement solides sur le marché. Ça, c'est chose faite. Il y a également la mise en place de tout ce qui est l'implémentation des normes IFRS, BAL 2, BAL 3, qui permettent de prendre en compte le poids des garanties dans la notation des clients et de facto alléger le coût d'accès du crédit pour les clients qui ont des garanties plus ou moins acceptables. Donc, c'est autant d'actions qui sont menées, qui suivent leur cours et dont on est certain que ça ne peut que dynamiser et renforcer le secteur bancaire. Naturellement, la question du rapatriement des recettes d'exportation est les clés, comme je l'ai dit tantôt, par rapport au renforcement des réserves de change. Ça aussi, ce sera positif pour le secteur bancaire et surtout pour les clients qui pourront aisément accéder à de la devise pour assurer leur paiement. Par rapport à l'accompagnement des PME, vous l'avez dit, hein, les deux problématiques majeures, c'est d'abord la nécessité de disposer de garanties. Souvent, quand on prend le tissu PME-PMI, ce n'est pas tant les grandes entreprises qui sont concernées par cette problématique, mais plus tout ce qui est PME, PMI, et on sait que le tissu économique à 80% est composé de PME, PMI, celles qui créent la valeur réelle de la richesse pour le pays. Donc, les garanties, la disponibilité et le coût du crédit. On a travaillé ces dernières années avec pas mal d'agences de développement et d'entités pour pouvoir justement accéder à des produits d'assurance ou de garantie qui viendraient justement pour pallier à ce déficit de garantie et de facto également alléger le coût d'accès au crédit. La question, c'est l'éligibilité des clients à ces différentes fenêtres. Qui est éligible à quoi et sous quelles conditions? Donc, chaque banque a sa méthodologie, mais de manière générale, aujourd'hui, il faut savoir que les banques, du fait du jeu de la concurrence, avec l'entrée de nouveaux intervenants, n'auront pas d'autre choix que d'accepter de prendre plus de risques. On a beau parler de garantie, de coût du crédit, tout ceci ne s'allège que s'il y a la concurrence. Plus il y aura de banques sur le marché qui sont fortes, plus il y aura le jeu de la concurrence qui va se faire.
moins les banques vont être chères sur le coût d'accès au financement, et plus elles vont trouver des mécanismes pour pouvoir pallier justement à ces questions d'accès aux garanties. Donc, Proparco, que ce soit le Fonds de solidarité africain, que ce soit AGF, que ce soit même le FODIP ou le Fonds de garantie des prêts aux entreprises, beaucoup de fonds existent et chacune joue sa partition. Et nous, en tant que banquiers, notre rôle est de faire quoi? C'est de permettre à nos différents clients d'abord de connaître ces types de fonds, de connaître les conditions d'éligibilité et d'accessibilité à ces fonds et de pouvoir justement les mettre en relation de sorte à ce qu'ils puissent répondre aux critères exigés par ces différentes entités. Merci beaucoup, monsieur. Je vais passer la parole à monsieur Kanté, justement pour réagir à la question peut-être du crédit qui est octroyé aux entreprises, mais aussi de manière plus générale aux différents défis auxquels sont confrontées les petites et moyennes entreprises guinéennes notamment. Quelles sont-elles et quelles solutions est-ce que la Confédération offre pour surmonter ces challenges-là? Je vais vous demander, s'il vous plaît, parce qu'on commence à être à court de temps, d'essayer d'être bref dans votre réponse, monsieur Kanté. Votre micro est fermé, monsieur Kanté? Je vais juste vous demander d'ouvrir votre micro et on va essayer de faire une réponse d'1 minute, 1 minute 30 maximum, si possible, afin de donner encore un dernier mot aux panélistes qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Allez-y, je vous écoute. Je vais vous laisser, monsieur Kanté, peut-être essayer de trouver la solution parce que je vois que vous avez... Ah, c'est bon. Je vous reçois, on vous reçoit. Allô? On vous entend, monsieur Kanté. Bon, je veux dire que les difficultés auxquelles le secteur privé est confronté, à part ces problèmes d'accès au crédit, il y a aussi des relations assez laborieuses avec certaines structures d'État. Et c'est la raison pour laquelle le patronat a fait dialogue avec les structures de l'État, son credo. Actuellement, nous avons réussi, à l'initiative, bien sûr, du CNT, à être déjà écoutés sur les prévisions d'élaboration des budgets. Vous savez bien, c'est à travers le volet recettes que toute la fiscalité des entreprises se décide. Faire de façon unilatérale, ça crée assez de problèmes. Ah, il me semble qu'on a perdu monsieur Kanté. Alors, on va essayer de le reprendre une fois qu'il se sera reconnecté. En attendant, je vais passer à madame... alors, à la PIP, pour entendre justement Madame Kouyaté sur la question des différents moyens de dynamiser l'investissement étranger cette fois-ci. Comment est-ce que la PIP Guinée facilite le processus d'investissement pour les entreprises étrangères en particulier, s'il vous plaît? Alors, très bien. Vous m'entendez là? C'est bon? Oui. Ok, très bien. Donc, pour ce qui est de la PIP, en fait, c'est vrai qu'on facilite l'investissement étranger, mais aussi l'investissement local. Donc, je rebondis juste rapidement sur ce que... c'est vrai que l'accès au financement aujourd'hui est une contrainte pour les PME guinéennes. En tout cas, on essaie vraiment de l'accès au financement, en tout cas en tant que tel.
Mais il y a des mécanismes aujourd'hui, M. Ba les a mentionnés, M. Sadio aussi, mais aussi il y a des mécanismes de garantie qui ont été mis en place, donc le fonds de garantie aux entreprises par exemple, aussi l'adhésion de la Guinée au FSA, donc ont permis en fait d'avoir aussi des mécanismes, et nous on facilite ces mises en relation. Il y a la Banque nationale d'investissement de Guinée aussi qui est montée en puissance pour surtout sur des petits tickets pour justement faciliter l'investissement des PME. Par exemple, pour rappel, juste dans le cas du GIF, on avait un catalogue de 40 projets publics avec un niveau de maturité qui était quand même élevé. Et c'est dans ce cadre qu'on a pu mobiliser les 503 millions de dollars de la part des pledges en fait, du secteur bancaire, mais aussi des partenaires techniques et financiers pour en tout cas favoriser le financement de ces entreprises-là. Pour ce qui est des IDE, c'est aussi le rôle parallèle en tout cas qu'on a au niveau de l'agence, c'est vraiment de réduire en tout cas les obstacles liés à l'investissement et de créer vraiment un environnement plus attractif et plus accessible pour les entreprises ou des investisseurs étrangers. Les réformes sont très importantes. Mais au-delà des réformes, on rend vraiment accès aux informations relatives au cadre juridique. Par exemple, le tribunal de commerce, en tant que réforme, la cour d'appel aussi qui est en train d'être mise en place. Toutes les réformes qui sont liées à l'investissement ou à la réglementation sont très importantes et on communique beaucoup dessus. Ou en tout cas, on rend disponibles ces informations, mais aussi les statistiques vis-à-vis des investisseurs étrangers, parce que c'est important aussi pour motiver ou en tout cas l'investissement. C'est les statistiques qui sont disponibles. La facilitation à travers un guichet unique de l'investisseur. Donc c'est vrai qu'on on va vraiment vers cette célérité de création d'entreprises, mais le code des investissements, on travaille sur sa révision actuellement, mais on a un code des investissements qui est très attractif, et qui vraiment donne des avantages fiscaux et douaniers. Donc c'est dans ce cadre vraiment, on fait la promotion, on accompagne les investisseurs. Donc tout investisseur, en tout cas j'espère qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui, pour vraiment, en tout cas, qu'ils sont intéressés par la Guinée. Donc, c'est vraiment essentiel pour vous de vous orienter vers nous, le site de la PIP, les réseaux sociaux de l'agence. J'en fais la promotion aussi parce que c'est important pour nous de suivre l'investissement. Parce que mieux on suit, mieux on cadre l'investissement, comme toutes les API de toute façon d'Afrique, ça permet à l'investisseur, en tout cas, de lui mettre à disposition et les projets, les catalogues de projets, mais aussi cadrer vraiment dans un environnement de confiance pour vraiment mobiliser ou en tout cas finaliser les investissements. Aujourd'hui, la Guinée vraiment est je vais vers la conclusion pour ma part. Aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique de changement. On l'a attendu au niveau des différents intervenants. On a aujourd'hui des appuis ou en tout cas des projets vraiment qui sont dans une dynamique de développement et notamment le projet Simandou parce qu'on a parlé des mines. Le PIB qui dépend vraiment du secteur minier. Mais au-delà des mines, ce qui change dans ce méga projet Simandou 2040, en tout cas l'horizon 2040, c'est vraiment, il y a l'extraction du minerai de fer, effectivement. Mais il y a aussi la construction d'une ligne de chemin de fer, le transguinéen, qui va traverser la Guinée de bout en bout. Donc, qui va rendre encore beaucoup plus facile le transport, ou en tout cas des marchandises, mais aussi des personnes, puisque c'est une ligne qui va être utilisée pour le transport. Et bien sûr, un troisième port en eau profonde, on a déjà le développement du port autonome de Conakry, mais ça permet en fait déjà de visualiser pour les prochains mois, pour les prochaines années, vraiment le développement. Donc la Guinée est dans une phase aujourd'hui d'accélération dans son développement économique, avec la mise en place justement de ce méga projet Simandou à l'horizon 2040, donc dans les 15 prochaines années. Et donc, ces investisseurs, en tout cas, qui nous écoutent aujourd'hui, pour nous, c'est l'occasion. Et vraiment, merci à l'équipe d'Africa CEO Forum et bien sûr à Jeune Afrique et à Djibril pour justement ce travail et aux équipes de la PIP également. Pour ces investisseurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est vraiment le moment pour vous de plus vous intéresser à la Guinée pour prendre part à cette transformation vers laquelle nous on le sent. La dynamique est là, donc je pense que là, tous les feux sont verts, en tout cas, pour mobiliser l'investissement et venir en tout cas vers la Guinée pour encore plus
être dans cette dynamique de développement et de transition vers ce grand méga projet. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Koyaté, qui s'est appesantie notamment sur la question de se tourner vers la PIP et les entités gouvernementales comme celle-ci en tant qu'investisseur pour vraiment réussir à capitaliser sur la dynamique positive dans laquelle la Guinée se trouve actuellement et puis vraiment pouvoir collaborer et créer une vraie synergie. Et justement, ça va me permettre de passer la parole à Monsieur Koulibaly, qui est justement directeur pays de Rio Tinto Guinée, qui très brièvement va nous parler donc de la collaboration et des actes de collaboration avec notamment le gouvernement guinéen pour assurer le succès de ce projet qui, on l'a dit, on l'a répété, est majeur pour la transformation de la Guinée. Merci bien. La collaboration avec le gouvernement guinéen est basée sur un partenariat gagnant-gagnant. Comme vous savez, c'est les mines, les infrastructures, c'est un projet co-développé par les industriels, mais aussi par le gouvernement guinéen qui est très impliqué d'abord en tant qu'actionnaire dans les entreprises, mais aussi en tant que régulateur. Donc, on a une collaboration très fructueuse et nous nous réjouissons de cette collaboration. Mais je voudrais aussi peut-être insister sur 2 points, puisque vous me donnez la parole, parce que c'est une plateforme d'investisseurs. Je voudrais insister sur le fait que pour nous, ce n'est pas seulement un chemin de fer, c'est un corridor d'opportunités. Dans les secteurs majeurs prioritaires comme l'agriculture, comme le tourisme, qui n'est pas très développé en Guinée, c'est une grande opportunité parce que cette zone jouit d'une biodiversité exceptionnelle. Donc, pour tous les investisseurs qui sont connectés, je ne parle pas au nom du gouvernement, mais je dis, pour nous, Rio Tinto, c'est un corridor d'opportunités. La deuxième chose, c'est vraiment la valorisation du savoir-faire guinéen. Je pense que la Guinée a été pionnière dans beaucoup de choses. On a des choses qui sont au niveau artisanal, qu'il faut transformer et qu'il faut mettre à l'échelle. C'est extrêmement important qu'on regarde les opportunités qui sont liées à l'artisanat, à la culture, mais aussi parce que Madame a parlé du port en eau profonde, c'est toute une industrie maritime qui pourrait se créer autour de cela pour la sous-traitance, pour des durées de plusieurs décennies. Il est important que les investisseurs qui sont connectés comprennent ces opportunités-là. Bien sûr, il y a le risque pays, et je voudrais lancer un appel ici aux panélistes. En tant qu'Africains, il est important que nous regardions la façon dont les notations sont faites. La PIP travaille à attirer les investisseurs, mais il faut regarder les agents de notation des risques pays et voir comment cela aussi peut aider à avoir la notation juste, parce que ça va booster l'investissement en addition de ce qui est fait à Simandou. Merci beaucoup. Alors, en 30 secondes, chacun, s'il vous plaît, Monsieur Ba et ensuite Monsieur Dicko, je vais vous demander une petite conclusion, bref, pour terminer cet échange sur les opportunités d'investissement en Guinée et surtout sur ce que vous avez envie de laisser comme message aux personnes qui nous regardent et qui nous suivent. À commencer par Monsieur Ba et ensuite Monsieur Dicko, s'il vous plaît. Non, pas revenir sur ce que mes copanélistes ont déjà dit. Je l'ai indiqué à l'entame de mes propos, le pays aujourd'hui est en grand chantier sur tous les plans. Pour ceux qui ont visité la Guinée, c'est visible. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je pense qu'il y a pas mal de documentation là-dessus. Les besoins sont là. Les banques ont la capacité d'accompagner. Les agences de crédit export, tout comme les partenaires au développement également, ont de l'appétit sur la Guinée. Donc, sur la partie financement, accompagnement, l'environnement, le cadre juridique réglementaire est fait de sorte à pouvoir attirer ces investisseurs, à pouvoir les accompagner. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment venez en Guinée. C'est une terre d'opportunités et surtout de rentabilité. Juste un dernier point, quand on prend la rentabilité des banques en Guinée, en moyenne, elle tourne autour de 25-30%. Sur le secteur de l'énergie, des telcos, elle est plus élevée. Donc, c'est dire à quel point l'opportunité est là et la rentabilité est présente. Merci.
Merci à vous, Monsieur Dicko, s'il vous plaît. Une conclusion rapide. Alors, la conclusion sera très rapide. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, très simplement. Je dirige 15 pays. Donc, parmi les 15 pays, la Guinée fait partie des 3 pays prioritaires où on va mettre les efforts. Quand on dit pays prioritaire, ça veut dire aussi sur un temps long. Ce n'est pas un temps court. Quand on vient et qu'on dit qu'on va accélérer, c'est parce qu'on va rester pendant un temps. Donc, pour moi, les investisseurs, la seule chose qu'ils doivent véritablement regarder aussi pour se donner du confort, c'est qui est présent. Qui est présent et qui est présent sur ces temps longs. Et force est de constater, mine de rien, que les banques sont là, les institutions aussi bilatérales aussi sont présentes localement. Et Madame la ministre l'a dit aussi, je pense qu'avoir ce guichet unique qui permet à un moment aussi de créer des partenariats, puisque je pense que tout passe aussi par des partenariats, et donc c'est important de pouvoir se connecter avec ceux qui connaissent le mieux finalement le marché local. Donc moi, j'encourage mes équipes d'ailleurs à beaucoup plus être connectées avec la PIP, je leur dis, puisque à un moment, il faut trouver les bonnes opportunités, il faut trouver celles qui correspondent aux investissements et au financement qu'on peut apporter. Et pour ça, il faut parler avec ceux qui finalement maîtrisent le mieux cet environnement. Et il faut aussi se déplacer. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi, puisqu'à arriver à un moment, il faut aussi pouvoir venir. Donc nous, en tout cas, on a mis notre assise et je crois qu'on va bientôt, à force de venir, trouver une villa pour y résider. Mais en tout cas, on est dans un trend très favorable et on croit beaucoup aux opportunités que peuvent apporter la Guinée. Et donc, on est là pour accompagner évidemment en matière de développement. Merci beaucoup, Monsieur Dicko. Merci à nos brillants panélistes. On aurait pu continuer cette conversation pendant encore 1 heure, j'en suis sûre. Il y avait encore beaucoup de points à évoquer. Malheureusement, par souci de temps, il va falloir qu'on s'arrête là. Mais merci à tous nos brillants panélistes, à Madame la Ministre également, d'avoir brossé donc le paysage des opportunités d'investissement pour la Guinée, d'avoir parlé du cadre réglementaire, de l'évolution du climat des affaires qui est de plus en plus favorable à cet investissement et aux perspectives d'évolution, aux perspectives de développement et de transformation qui s'offrent et qui sont déjà en cours dans le pays. Vous avez entendu, je pense que le message principal, même s'il y en avait beaucoup, c'était que la Guinée est ouverte and open for business. Donc, il faut venir et il faut se tourner vers les entités qui sont là pour aider à cet investissement et aider à cette insertion sur le marché. Merci à tous nos panélistes. Merci à ceux qui nous ont suivis également pour votre attention tout au long de cette session. Je rappelle également que cet événement qui a été organisé par l'Africa CEO Forum a été réalisé grâce au partenariat avec Ecobank que nous remercions. Nous remercions également tous les autres partenaires de l'Africa CEO Forum. Et je vous rappelle aussi, pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de regarder l'intégralité de cette session, que vous pouvez la regarder en rediffusion sur la chaîne YouTube de l'Africa CEO Forum. Elle sera disponible, je pense, dans la journée. Et je vous rappelle également le rendez-vous que j'ai évoqué en introduction de ce webinaire, l'Africa CEO Forum 2025, qui aura donc lieu les 12 et 13 mai 2025 à Abidjan. Et donc, il faudra en être. C'est vraiment le rendez-vous à ne pas manquer. Merci à tous pour votre attention et à bientôt. The annual Africa CEO Forum. L'Africa CEO Forum. Africa CEO Forum. Le Davos africain. Biggest event of its kind on the continent. The best partner for us is the one that accepts to have a deal that is a win-win. Give us 3, maximum 4 years, Africa will not, and I repeat, and you can challenge me, will not import any more fertilizer from anywhere. We'll be building a pipeline of CEOs that by the time they're between 30 and 35, they're ready to take over as CEOs in one company.
let this electricity business really growing in Africa. It's difficult to make it for people to way of life. We need to put these women into that will help leadership so that into the workforce have the appetite. Also, they are being supported. We all know that African women are the most entrepreneurial in the world. I see a huge opportunity for the continent to come together. I was really so surprised and excited to see so many people from all over Africa.